Voilà, donc je me présente, je m'appelle Jacques Larmand, je suis médecin ophtalmo, donc je ne suis pas directement concerné dans ces lois bioéthiques, mais malheureusement je commence à avoir des cheveux blancs et ça fait quand même quelques années que j'exerce et j'assiste à la décrépitude de la médecine et surtout de l'éthique médicale dans notre pays, mais malheureusement pas seulement dans notre pays, c'est un phénomène qui est malheureusement mondial. Donc vous êtes donc bien informés sur les problèmes de dérive de la médecine. Les médecins actuellement en France, mais les médecins, je parle des médecins, mais c'est aussi la même chose pour les sages-femmes, c'est aussi la même chose pour les infirmières, sont pris en tenaille. Ils sont pris en tenaille entre leur déontologie qui existe. Et je pense que la plupart des gens qui font de la médecine ou qui travaillent dans la médecine sont des gens qui ont une empathie, qui veulent soigner leurs frères et leurs compatriotes. Et ils sont pris entre ces lois bioéthiques, ces lois concoctées par nos gouvernants qui se succèdent en rafale les unes après les autres, les unes aggravant les autres. Et puis en même temps, ils sont pris en tenaille avec les problèmes économiques qui existent aussi et qui créent des distorsions énormes et qui rendent l'exercice de la médecine de plus en plus difficile. Alors, je vais traiter globalement trois thèmes principaux, mais le thème principal sera sur la bioéthique. Mais je veux dire qu'actuellement, la médecine, elle est en but à trois gros problèmes. Un problème démographique. Donc ça, on va en parler un petit peu pour vous donner quelques informations, peut-être que vous n'avez pas forcément. Il y a un problème sécuritaire qui est lié en grande partie au fait de l'immigration et en même temps à tout ce qui est l'AME, etc. Et puis il y a surtout un problème éthique et moral qui est dramatique parce qu'il est en train de détruire notre pays, mais en même temps l'exercice de la médecine. Donc l'implosion démographique du corps médical en France, vous le constatez tous les jours, c'est une diminution régulière du nombre de praticiens en France, qui conduit à une diminution surtout de certaines spécialités. Moi, la mienne, en l'occurrence d'ophtalmo, en est une, mais les psychiatres et les dermatologues en particulier, entre 2020 et 2025, on prévoit de passer pour ma spécialité de 5500 ophtalmo en France à 3400, donc une baisse de 40% du nombre de praticiens exerçant en France. Donc ça, c'est un premier problème. Ça concerne aussi les médecins généralistes. Les médecins généralistes, entre 2010 et 2018, on va perdre en France 6400 médecins généralistes en France. Cela conduit donc à des problèmes dramatiques parce que la perte de ces médecins n'est pas uniformément répartie et ça conduit à ce qu'on appelle les déserts médicaux. C'est un terme nouveau qu'on a inventé dans la novlangue actuelle pour ne pas parler des causes de ce phénomène. Et ces déserts médicaux, eh bien, ils font qu'il y a des régions entières maintenant de la France dans lesquelles les gens crèvent, parce qu'on peut parler comme ça, crèvent sans soins. On les laisse sans soins. Alors, mon impression, c'est une impression personnelle, mon impression est que c'est une politique qui est délibérée. C'est pas une politique qui survient par hasard. C'est une politique qui est mise en place depuis une trentaine d'années, qui est basée sur le numerus clausus, on va en dire un petit mot après ça, et cette politique, elle est faite pour des raisons économiques essentiellement, c'est-à-dire que on avait un déficit de la sécurité sociale de plus en plus important, et pour diminuer ce déficit, les politiques avaient trois solutions: augmenter les cotisations qui entraînaient des hurlements dans la rue, baisser les prestations, hurlements dans la rue, supprimer les médecins, c'est la faute à personne, et finalement ça marche très bien. Ça marche d'autant mieux que maintenant on arrive pratiquement à l'équilibre des budgets de la sécurité sociale. Mais bon, cette désertification, ça entraîne quand même d'abord, ça survient malgré l'apport des médecins étrangers. C'est un désert médicaux malgré l'arrivée de très nombreux médecins d'Afrique et ailleurs qu'on ne peut pas empêcher de venir ou qu'on ne veut pas empêcher de venir. Mais ça vient malgré ça. Donc il y a en même temps un changement de population des médecins. Mais bon, malgré tout, ce sont quand même des praticiens, quelle que soit leur origine. Et cette désertification, elle est encore accentuée par le fait de la féminisation de la profession, qui fait que beaucoup de femmes ne veulent pas travailler autant que les hommes parce qu'elles s'occupent un peu plus de leur famille et donc elles veulent travailler un petit peu moins. Et en même temps, le phénomène du salariat, il y a beaucoup de médecins salariés qui ne veulent pas travailler en libéral et qui aussi font les 35 heures. Donc ça, ces phénomènes aggravent les choses. Alors tout ça
c'est à mon avis une politique délibérée qui est basée sur le numerus clausus. Le numerus clausus, c'est un système qui permettait depuis les années 70 de réguler le nombre d'étudiants entrant en première année de médecine. À la fin de la première année, il y a un concours et à la fin de l'année, les députés, ce sont les députés français du Parlement français qui décident chaque année du nombre d'étudiants qui vont être pris et qui vont poursuivre leurs études médicales. Et ce numerus clausus, qui était indispensable au départ, parce que s'il n'y avait pas eu de ce numerus clausus, on serait 1 million de médecins en France, qui serait une catastrophe, aussi, à l'inverse. Donc c'était quelque chose de très intéressant à mettre en place, mais ils ont fait exprès, nos politiques, pour ne pas augmenter le nombre d'étudiants pris en fin de première année au prorata du nombre de gens qui partent à la retraite actuellement, et qui sont de plus en plus nombreux. Actuellement, on considère qu'un médecin sur 2 partant à la retraite ne sera pas remplacé. Donc c'est pour vous donner une petite idée. Donc le phénomène risque de s'accélérer. Alors ce numerus clausus, c'est intéressant d'en parler parce que vous avez dû entendre dire que notre cher président a résolu le problème. Ça y est, il a supprimé le numerus clausus. Donc le problème est résolu. Ça y est, tout va être dans des conditions extraordinaires. La France va être transformée, on va avoir des médecins. À mon avis, pas du tout. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est machiavélique. C'est-à-dire qu'il a supprimé le numerus clausus maintenant, mais par contre, il a fait une réforme qui va faire une sélection en fin de troisième année de médecine et qui s'appliquera dans 2 ans. C'est-à-dire que la loi va s'appliquer dans 2 ans et plus 3 ans après ça pour avoir le nouveau système. Ça fait 5 ans. Pour un politique, c'est intéressant quand même. Ça veut dire que déjà, lui, il ne sera pas concerné. Mais du coup, ça lui permet maintenant, quand on lui dit, mais et les déserts médicaux, attendez, j'ai résolu le problème. Donc attendez un petit peu que la situation se décante. Donc c'est quelque chose, à mon avis, qui ne changera rien, parce qu'à la fin des 3e années de médecine, dans 5 ans, ils prendront le nombre d'étudiants qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y aura un examen classant, parce qu'on ne va pas en prendre 50 000 quand même, bien évidemment. Et puis donc ils mettront un examen, qui ne seront plus un concours. Et puis je pense que s'ils en veulent 5 000 à la fin de l'année, le 5 001e aura 9,99 et sera collé. Donc c'est un système qui est extraordinaire, c'est de l'enfumage, mais c'est un enfumage qui marche très bien vis-à-vis de l'opinion publique. Voilà, donc ça c'est l'aspect démographique que vous connaissez un petit peu et mais qui quand même mérite d'être exploré. Le deuxième élément qui est important, qui explique une partie des problèmes de la médecine actuelle, c'est un problème sécuritaire. Vous voyez que de plus en plus, les médecins ou les praticiens, les infirmières, etc., qui vont exercer leur profession, sont victimes d'agressions, sont victimes d'une insécurité majeure qui est liée en grande partie, ce que l'on ne dit jamais, à la tribalisation de la France. C'est-à-dire que la France est un pays qui devient un pays tribal, et donc cette tribalisation qui attaque les policiers, qui attaque les pompiers, attaque aussi les médecins. Et elle est basée aussi sur elle résulte aussi du fait qu'on a instauré ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, des clandestins. Alors on ne dit plus des clandestins maintenant, c'est un terme que la novlangue a supprimé, vous n'entendrez plus parler de clandestins, mais on parle de migrants. Et enfin, il existe quand même un système qui a été mis en place il y a une trentaine d'années, qui s'appelle l'AME, l'aide médicale d'État, qui est payée par vos impôts, pas par la sécurité sociale, et qui permet de financer à 100% tous les soins de tous les clandestins de France qui sont inscrits. C'est-à-dire qu'on est dans une république qui est extraordinaire, elle est schizophrénique, c'est-à-dire que ces gens sont recherchés par la police, mais ils vont à la préfecture du département où ils arrivent, ils demandent « Messieurs, je voudrais un papier pour l'aide médicale d'État » et on leur fait rentrer dans un bureau et on leur donne une belle carte en plastique, plastifiée maintenant, donc comme une carte de Vital, et qui leur permet de se faire soigner gratuitement. Donc ce processus-là, c'est un processus qui est catastrophique pour les finances publiques. On est passé de 60 millions d'euros de déficit à 1 milliard d'euros actuellement, et ça va continuer à augmenter parce que ce système crée un appel d'air pour les gens qui veulent se faire soigner à l'extérieur. Une anecdote, dans les hôpitaux parisiens actuellement, il y a des gangs de mafieux des pays de l'Est qui font venir des malades qui ont des tuberculoses multirésistantes et qui leur disent, tu vas aller devant l'hôpital, la Salpêtrière, tu vas dire que tu as une tuberculose et on va t'hospitaliser, et pas de problème. Effectivement, tous les lits actuellement d'isolement de la région parisienne pour ces maladies chroniques infectieuses sont embolisés par des gens qui sont ramenés par des mafieux grâce à l'aide médicale d'État des clandestins. Donc l'aide médicale d'État, c'est quelque chose qui est peut-être nécessaire pour soigner les gens qui sont en état, même les clandestins qui sont malades, c'est logique de les soigner, mais là maintenant on soigne tout. Moi j'opère des cataractes de gens qui sont clandestins et qui ont leur papier, le papier de la préfecture. Donc on soigne des paupières, on soigne des choses qui ne sont pas vitales. Donc voilà, donc on parle un petit peu de changer ça, mais pour le moment ce n'est pas le cas.
Voilà, ça c'est l'aspect un petit peu de l'aide médicale d'État, mais ça génère quand même donc ces problèmes de violence dans les urgences. Ça explique les grèves des urgentistes, des gens des services d'urgence des hôpitaux, qui sont saturés de gens qui ne payent pas bien sûr les soins, pas seulement l'AME, mais il y a aussi d'autres catégories, qui méprisent le système français, qui insultent les infirmières, le corps médical, etc. Et donc qui rentrent dans le cadre un petit peu de la tribalisation de la France. Mais ça pose vraiment des gros problèmes au niveau de la médecine. Mais bon, à part ces dérives donc, démographiques et sécuritaires, le plus gros problème qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est le problème de la dérive éthique et morale de la médecine, et qui est bien représentée par la loi qui a été votée partiellement pour la PMA, mais qui est toutes les lois précédentes. Donc c'est la plus dramatique parce que ça va atteindre le cœur finalement de la médecine, et ça va créer des catastrophes au niveau humain, on parlera tout à l'heure des médecins assassins, etc. Ça devient catastrophique, et ça c'est lié à ces différentes politiques. Donc c'est un peu un projet, vous savez bien, c'est le projet prométhéen de prendre la place de Dieu, qui fait que avec des lois sont concoctées, préparées dans tout un tas en particulier chez les francs-maçons qui préparent des lois donc on appelle sociétales, et qui au fur et à mesure mettent en place ces lois et mettent les praticiens de santé qui sont obligés de les mettre en pratique dans des situations morales catastrophiques. Un reflet, on m'a demandé de parler un petit peu de l'aspect du serment d'Hippocrate. C'est un très bon révélateur, le serment d'Hippocrate. Vous savez que tout médecin qui finit ses études, avant de pouvoir exercer, doit prêter le serment d'Hippocrate. Donc ce serment d'Hippocrate, il est resté inchangé pendant 24 siècles, entre Hippocrate et Madame Veil. Voilà, pratiquement. Et depuis, c'est un serment qui est à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on efface au fur et à mesure les condamnations et les interdictions qui étaient faites auparavant pour mettre en conformité avec les différentes lois sociétales qu'il en est. Actuellement, donc la dernière mouture, mais c'est la dernière avant le vote définitif de la loi, parce qu'il va être obligé de changer la loi, changer le serment d'Hippocrate avec le vote de la nouvelle loi. Donc ça dit simplement que le refus de l'avortement, bien sûr, n'existe plus, alors qu'à l'époque d'Hippocrate ça existait. Il y a une petite rubrique « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément ». Ça va être forcément supprimé parce que avec l'euthanasie, c'est un peu difficile pour le docteur Sanchez de respecter cet élément. Et par contre, ils avaient rajouté des choses. Je soignerai sans considération de religion, de nation, de race, de parti, de classe sociale. Ça, par contre, ça a été rajouté. C'est un élément quand même très important pour l'éthique médicale. Mais bon, entre-temps, ils ont supprimé tout ce qui était lutte pour défendre la vie. Voilà, donc c'est différent. On va passer un petit peu en revue rapidement quelques-unes de ces lois sociétales pour insister sur l'aspect médical que ça sous-entend. Donc la première loi sociétale, entre guillemets, qui a été mise en place, c'était la loi Neuwirth, à l'époque de Charles de Gaulle. Et donc c'était la première loi qui a quand même été apparemment pas très importante, pas fondamentale. Mais en réalité, quand on analyse les choses, c'est une loi fondamentale parce que c'est la première fois qu'une loi contraignait la médecine à aller à l'encontre de la loi naturelle. C'est-à-dire qu'auparavant, toute relation sexuelle pouvait aboutir à une naissance, et bien là, on fait en sorte que ça ne se produise plus. Et ça, du point de vue de la philosophie, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et donc c'est la première attaque, et ça a préparé après ça la révolution sexuelle de 68. Donc c'est quand même une loi importante. Mais la loi la plus importante après ça, c'est bien sûr la loi Veil. Alors la loi Veil, là on bascule dans ce que le pape Jean-Paul II appelait la culture de mort, vraiment. C'est vraiment l'instauration de la possibilité de mettre à mort un enfant dans le ventre de sa mère. Donc a été votée, bon ça on va pas revenir là-dessus, c'est une loi qui a été votée par la droite, la gauche, enfin, etc., avec quelques oppositions mais mineures, et qui a été bien sûr très régulièrement aggravée depuis, ça vous le savez, il n'y a pas besoin d'y revenir. Alors, par contre, ce qui est très important à analyser quand même, c'est le caractère de ligne rouge de cette loi. Je ne sais pas si tous vous avez rendu compte de ça, mais c'est vraiment la ligne rouge pour la société française actuellement, en deçà duquel, au-delà duquel, on est fréquentable ou pas fréquentable. Vous verrez que les partis politiques qui à une époque défendaient la vie ne peuvent plus le faire, estiment ne plus le faire si elles veulent pouvoir obtenir des gains aux élections.
Sinon, ils sont ostracisés directement. Dans les familles, ça devient dramatique. C'est-à-dire qu'il y a des familles dans lesquelles les gens ne se parlent plus, ne parlent plus de politique, ne parlent plus à cause de ça. Et dans les dîners en ville, par exemple, c'est quelque chose qui est impressionnant. Moi, quand on discute avec des gens, il faut toujours avoir en tête que parmi les personnes, quand vous avez 5 ou 6 femmes en face de vous, il y en a probablement une ou deux qui ont déjà avorté. Donc c'est vrai que ça crée une discussion, une difficulté d'échange qui est dramatique, qui montre cette fracture de la société qui a été occasionnée par ces 10 millions de morts. On en est actuellement à 10 millions de morts de victimes liées à l'avortement. Alors cette loi donc a conduit ensuite d'abord a conduit à obliger des praticiens, des médecins, des infirmières et des sages-femmes à pratiquer ces avortements. Donc ça c'est la première chose qui a été dramatique pour la profession médicale, pour les professions de santé. Donc il y a des gens qui ont accepté, d'autres qui n'ont pas accepté grâce à la clause de conscience, mais il n'empêche que ça a quand même créé un groupe de médecins tueurs, de médecins assassins, voire même de médecins assassins en série, on en parlera tout à l'heure. Donc ça c'est le premier élément. Et puis en plus cette loi a été ensuite régulièrement aggravée. Elle a été aggravée d'abord, anecdotiquement, par le remboursement par la sécurité sociale. Il faut quand même savoir, vous ne savez peut-être pas, mais qu'une femme enceinte a des soins qui sont pris en charge à 75% par la sécurité sociale. L'avortement c'est pris en charge à 100%. Hein. Donc il est moins coûteux d'avorter que de mener une grossesse à terme. Ça c'est absolument scandaleux, mais c'est ce qui se passe régulièrement. Et puis il y a eu l'évolution vers des choses qui sont dramatiques. C'est là qu'on va parler de choses, malheureusement, je crois qu'il faut arrêter de parler en novlangue, hein, il faut arrêter de parler en bisounours. Il y a des moments où il faut citer les choses, il faut parler des choses. Donc je vais peut-être choquer certains par des propos un peu crus, j'en suis désolé, et je crois qu'à certains moments il faut expliquer ce qu'est une interruption médicale de grossesse, par exemple. On vous parle d'interruption médicale de grossesse pour des enfants handicapés, mais il faut savoir ce que c'est un infanticide. C'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'on met à mort un enfant qui est déjà formé, qui peut être viable, qui peut naître et vivre. Et on le met dans des conditions épouvantables. Ça, personne ne vous en parle. Mais il faut le tuer, cet enfant, avant pour qu'il ne naisse pas vivant. Donc, aux États-Unis, il y avait des choses épouvantables. On aspirait le cerveau de ces enfants avant de les faire naître. Après, on injectait je suis désolé hein, pour si les gens sont choqués, mais j'estime de mon devoir d'en parler. Hein, mais bon. Après ça, on injectait du sel pour tuer l'enfant, on le brûlait. Et puis maintenant, on injecte un produit dans le cordon pour le tuer avant la naissance. Voilà, c'est ça l'interruption médicale de grossesse. C'est pas une interruption comme ça, délicate, c'est une mise à mort d'un enfant. Et ça, il y a des médecins qui sont chargés de le faire, il y a des infirmières qui sont chargées de le faire, il y a des sages-femmes qui sont chargées de le faire, et parfois qui sont obligées de le faire dans certains services hospitaliers. Donc ça, c'est aussi une dérive énorme. Ça a conduit aussi, cette loi Veil, à l'eugénisme. Il faut savoir, et vous le savez, je pense que la plupart d'entre vous sont bien au courant, je enfonce des portes ouvertes, mais qu'on avorte actuellement, on tue actuellement avant la naissance 97% des trisomiques. 97%. Et il y a même un député qui a déclaré un jour pourquoi il en reste 3%. Et je veux dire qu'on nous bassine avec les heures les plus sombres de notre histoire à propos de ce qui s'est passé pendant la guerre, mais Hitler était un enfant de cœur à côté de ça. Et c'est plus simplement un eugénisme, c'est un génocide au sens de la définition d'un génocide. On élimine une population en fonction de ses caractères génétiques. Donc c'est trisomique. Et je prends l'exemple des trisomiques parce qu'il est parlant, ce ne sont pas des enfants qui sont forcément hyper handicapés, etc. Des enfants qui peuvent vivre correctement. Ces enfants, 97% sont éliminés avant la naissance et on cherche de nouveaux progrès. Et dans la nouvelle réforme, il y a des nouveaux progrès pour essayer justement de d'en dépister encore plus. Parce que parfois, il y a des enfants qui échappent à ce dépistage. Et puis, là, il y a des choses encore plus horribles qui existent, pas en France, Dieu merci, mais aux États-Unis, il y a des ventes d'organes, d'embryons avortés par le planning familial américain. Ça fait un scandale, mais ça a vite été étouffé. En France, on n'en a pratiquement pas parlé. Donc, il y a une marchandisation des enfants victimes d'avortement qui est une monstruosité. Cette loi Veil aboutit à une monstruosité. Et il faut en parler. Il faut pas se cantonner à une protestation superficielle. Il faut dire aux gens, il faut expliquer aux gens ce que c'est qu'un avortement. Pendant très longtemps, il y avait un film qui s'appelait Le Cri silencieux du docteur Johnson, qui est un Américain. Il n'a jamais été présenté où que ce soit. Ça présentait une échographie d'un avortement.
Et il est interdit en France, alors qu'il aurait dû être montré partout. C'est un moyen pour un certain nombre de femmes qui hésitent à avorter, ne pas le faire parce qu'elles se rendront compte ce que c'est. Mais ça, c'est un tabou. Donc cette loi Veil a abouti pour les médecins donc, à une banalisation de la mise à mort, une banalisation qui maintenant va s'élargir avec les lois sur l'euthanasie, etc. Donc, alors au départ, c'était des idéologues, hein, les 68 arts, il y en avait plein qui étaient contents de pratiquer les avortements, c'était dans la lutte pour la libération des femmes, c'était très bien. Et puis, à force de voir passer des morceaux de bras et de jambes par les tuyaux quand on les aspirait, il y en a un certain nombre qui se lassent, donc on n'arrive plus tellement à en recruter. Donc on vous dit, ben, il n'y a plus assez donc il faut forcer les gens, il faut forcer les médecins et les sages-femmes à en faire. Donc, on va mettre en cause la clause de conscience, parce que pour le moment, on ne peut pas obliger en théorie un praticien à pratiquer un avortement, un gynécologue à pratiquer un avortement. Et maintenant, les lobbies et le ministère veut faire sauter cette clause de conscience pour obliger tous les gynécologues à pratiquer les avortements. Une deuxième dérive, ça a été le fait qu'on a qu'on a contraint pratiquement des médecins à encourager les femmes à avorter par sécurité. Quand il y a un doute, ben le gynécologue va dire à une femme, quand on n'est pas certain d'une malformation, il va dire, vous savez, on n'est pas sûr, mais bon, avortez et puis vous en ferez un autre après. Donc il y a une espèce de chantage vis-à-vis d'un certain nombre de femmes, parce que on ne peut pas avoir un procès pour un avortement réalisé, même si l'enfant était normal. Par contre, il y a des personnes, des couples qui attaquent les médecins parce qu'on ne leur a pas dit que l'enfant était anormal et qu'un enfant est né anormal, donc c'est la faute du médecin. Donc pour le médecin, finalement, c'est plus pratique de dire avorter, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais ça crée aussi, du point de vue déontologique, c'est épouvantable. Et puis la dernière chose, c'est pour les médecins qui refusent, on condamne les résistants. C'est-à-dire maintenant, vous avez des procès dans lesquels des femmes qui n'ont pas pu avorter à temps parce qu'on ne leur a pas donné le rendez-vous, etc., veulent attaquer les médecins qui n'ont pas accepté de pratiquer l'acte. Donc c'est encore une nouvelle mise en cause de l'indépendance des médecins dans ce point de vue-là. Dans les thèmes suivants d'aberrations liées aux différentes lois sociétales, il y a tout ce qui est manipulation génétique. Et là, on va en parler tout à l'heure avec la PMA. Les manipulations génétiques sur les embryons ont été à la base de ce qui a pu permettre de ce qu'on appelle les fécondations in vitro. Ça, c'est un autre domaine de la médecine qui était destiné à l'époque à soigner des femmes qui étaient stériles ou des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mais pour ce faire, on a quand même commencé à rentrer dans les embryons et à faire des manipulations, pour faire des sélections d'embryons, pour préparer des embryons à implanter chez ces femmes qui voulaient avoir des enfants. Et donc on a été obligé de commencer à faire des manipulations génétiques, des manipulations et qui sont à l'origine de dérives qui sont considérables et qu'on va avoir de plus en plus, et la nouvelle loi, on en parlera tout à l'heure, y participe. Donc c'était la création d'embryons, d'embryons congelés, puis d'embryons surnuméraires. On a dit qu'il fallait éliminer les embryons surnuméraires. Donc quand on ne les a pas implantés, on les élimine, on les tue, on les élimine. Ou bien on les donne à la recherche. Alors ça, à l'époque, c'était très contrôlé. On donnait la possibilité à un certain nombre de médecins, de chercheurs, qui avaient des études précises sur les cellules souches, etc., pour essayer de voir si on pouvait faire progresser les choses. En pratique, les cellules souches embryonnaires n'ont rien donné jusqu'à présent, ça les énerve bien. Les seules recherches qui ont abouti pour soigner des maladies comme le Parkinson ou autres, c'est avec des cellules souches adultes, donc qui ne concernent pas d'embryons, qui ne nécessitent pas de tuer des embryons. Mais malgré tout, cette dernière barrière qui existait est en train de disparaître dans la nouvelle loi. C'est-à-dire maintenant, on va pouvoir confier les embryons surnuméraires à des médecins qui en feront ce qu'ils voudront. Et il est prévu de pouvoir faire, dans la loi prochaine, des mosaïques, c'est-à-dire des mélanges d'embryons humains et d'embryons animaux. Donc dans la barbarie, on progresse de plus en plus. Alors toujours pour des raisons médicales, pour des raisons de sauver des gens, en disant ça va permettre de créer des organes. Et imaginez-vous un mélange de génome humain et de génome de porc. Enfin, c'est ahurissant, quoi. Et ça passe sans problème dans l'opinion publique, il n'y a aucune difficulté. Et il y a donc des médecins et des chercheurs qui sont chargés de ça et qui se régalent à faire ce genre de choses, parce que c'est intellectuellement intéressant, c'est quelque chose, c'est une forme de transgression, etc., et ça les intéresse. Mais c'est une abomination supplémentaire. Une autre forme d'évolution sociétale, c'est le transsexualisme. Dans le LBGT, c'est le T du LBGT.
Donc vous avez maintenant de plus en plus de personnes qui s'estiment, avec la théorie du genre qui n'existe pas, comme tout le monde le sait, qui estiment que leur sexe apparent n'est pas leur vrai sexe réel, et qui demandent à des médecins de changer leur morphologie. Donc, pour un homme, c'est se faire castrer, pour parler les choses, et puis se faire enlever quelques parties de leur anatomie. Et donc, il y a des médecins qui sont chargés de cette tâche, donc d'amputer d'un certain nombre de patients qui mériteraient plus, dans un certain nombre de cas, de bénéficier de la psychiatrie que de ce genre de thérapeutique. Mais donc, ça se pratique, c'est remboursé à 100% par la sécurité sociale, ces interventions. Et bien sûr, si les gens changent d'avis, ils peuvent demander à bénéficier d'une autre chirurgie, mais c'est un peu moins efficace quand même dans l'autre sens. Mais bon, mais c'est encore remboursé. Moi j'ai une de mes amies qui était médecin endocrinologue, qui a arrêté de faire de l'endocrinologie sexuelle parce qu'elle était harcelée par des cinglés qui venaient vouloir changer de sexe en permanence. Donc ils voulaient, c'est des femmes qui voulaient devenir hommes ou inversement. Et maintenant, on n'a pas encore ça en France, mais en Angleterre, qui est un pays qui est particulièrement plus avancé que nous, si on avançait entre guillemets dans tous ces domaines-là, vous avez des parents qui veulent changer le sexe de leur enfant. Vous avez des gamins de 6 ou 7 ans que les parents confient à des médecins pour changer le sexe dont ils estiment que l'enfant n'a pas vraiment le rôle, alors qu'ils n'ont même pas eu leur sexualité. Donc, je veux dire, on a ouvert des portes, et ces portes, comme toujours, où on a ouvert un barrage, et là le barrage est en train de craquer de partout. Mais ça crée, pour la profession médicale, pour un certain nombre de gens, alors on ne peut pas obliger des chirurgiens à castrer leurs patients, mais il n'empêche qu'il y en a qui le font. Et c'est parce que la loi l'autorise, et la loi l'autorise est remboursée par la sécurité sociale. L'étape suivante, c'était celle de l'euthanasie. Alors l'euthanasie, c'est encore plus grave, parce que, plus grave, on ne sait plus maintenant, tellement on en est. Donc l'euthanasie, bon, vous savez bien que c'est encore une fois la remise en cause, on a remis en cause la loi naturelle sur la naissance, mais là c'est la remise en cause de la loi naturelle sur la fin, pour vraiment prendre la place de Dieu du début à la fin. Donc ça, c'était encore une fois le même principe. Attali, quand même, qui est un des papes des théoriciens de l'euthanasie, a quand même mis en évidence l'aspect mercantile de la chose, c'est-à-dire que l'aspect d'éliminer les gens avant leur mort naturelle, ça permet de faire des économies quand même. Attali, en 90, a écrit noir sur blanc, le meilleur moyen de résoudre les problèmes des dépenses de santé et de retraite, c'est l'euthanasie. Et maintenant, il prône, ça ne se voit plus sur Internet, je ne l'ai pas retrouvé récemment, je crois que ça a été un peu effacé, il prônait, à partir de 65 ans, la sélection des gens qui méritaient de vivre et ceux qu'il fallait éliminer. Donc, ceux qu'il fallait éliminer, la loi sur l'euthanasie permet déjà de le faire. Donc, dans cette loi sur l'euthanasie, on en parlera par ailleurs, mais moi j'insiste sur l'aspect médical. Ça veut dire quand même qu'auparavant on reprochait à la médecine de créer un acharnement thérapeutique. C'était le terme classique. On disait vous acharnez, vous voulez soigner les gens même au dernier recours, vous faites de l'acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique, ça n'existe plus. À très peu de cas près, j'en ai jamais rencontré. Par contre, il existe des solutions pour lutter contre la douleur, des solutions de soins palliatifs qui existent, que le malheureux Vincent Lambert n'a pas pu bénéficier. Jérôme en parlera tout à l'heure, mais ce sont des choses qui existent. Donc cet aspect, l'euthanasie n'est pas forcément indispensable. Mais par contre, les politiques veulent mettre en place ce système pour des raisons en grande partie à la fois sociétales, encore une fois, parce que vous avez des mouvements dont l'association du droit de mourir par l'indignité, toujours la novlangue, toujours, encore une fois, milite pour ça, et donc les gouvernements ont mis en place ces lois. Donc cette loi sur l'euthanasie a abouti, ces différentes lois plutôt ont abouti à la formation de quelque chose qu'on ne pouvait jamais imaginer, parce qu'un médecin normalement est fait pour soigner, c'est qu'on arrive maintenant à avoir des médecins tueurs, voire tueurs en série. C'est effrayant. Mais donc la première partie de ces médecins tueurs en série, on en a parlé, c'est les avorteurs en série, les gens qui tuent des enfants à la pelle, comme ça. 10 millions quand même de morts depuis la loi Veil.
Les deuxièmes, ensuite, on a maintenant des tueurs en série plus spécifiques. Alors, vous avez des tueurs en série de patients qui veulent une euthanasie. Pour le moment, l'euthanasie n'est pas autorisée chez les gens qui ne sont pas en fin de vie, n'était pas autorisée. Et donc, vous avez le docteur Chaussois qui avait achevé le Vincent Humbert, qui avait déjà été quasi tué par sa mère pour lui rendre service, bien sûr. Hein, on est dans l'empathie, hein, dans vouloir soigner. Donc, la mère avait commencé l'assassinat, mais elle n'avait pas été jusqu'au bout. Le docteur Chaussois était jusqu'au bout. Bon, il a quand même été condamné, mais pratiquement pas. Chaussois, peut-être pas Chaussois. Un non-lieu, docteur Chaussois. Et la mère non plus. Et la mère non plus, parce que la mère, c'était par empathie. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Ensuite, on a les assassins en série de maisons de retraite. Donc il y a un bon docteur qui s'appelle le docteur Bonne Maison de retraite sans doute, qui était, lui il a été pris la main après avoir prévu par la justice, après avoir tué 7 patients quand même dans sa maison de retraite. 7 patients, donc il a été traîné au tribunal. Il y a 6 familles qui n'ont pas porté plainte, une seule famille qui a porté plainte pour la mort du membre de la famille, et puis il a été condamné à une très faible chose, et après ça, comme il a été condamné à peu de choses et qu'il n'a pas fait de prison, il a demandé à être réintégré en médecine. Donc moi j'ai un ami qui était au Conseil de l'ordre des Pyrénées-Atlantiques, qui s'arrachait les cheveux pour savoir comment l'empêcher de pouvoir réexercer. Parce que lui, il était trouvé que c'était normal. Il avait rendu service à ses patients en achevant leur souffrance, alors qu'il était dans une maison de retraite. Pourquoi l'empêcher de continuer à exercer? Et finalement, c'est la Cour européenne de droits de l'homme, grâce à elle, qui l'empêche d'exercer. Parce qu'il c'est allé jusque-là, parce qu'il voulait à nouveau exercer. Et puis, on a maintenant une nouvelle formule, c'est les assassins en série anesthésistes. Donc, il y a un anesthésiste de Besançon, qui s'appelle le docteur Péchier, qui est toujours en liberté, je vous le signale, il n'a toujours pas été incarcéré, qui a eu 9 tentatives d'assassinat lors de leur anesthésie. Donc, ils en sortent d'endormir les gens et de ne pas les réveiller. Même une de ses collègues. Une de ses collègues. Absolument, excusez-moi, il est présumé innocent, il n'a pas été jugé, c'est vrai. Voilà. Donc, il a quand même voulu mettre fin à la vie d'une de ses collègues. Voilà. Donc, 9 morts sur ordonnance, comme on dirait l'autre. Et puis, le dernier épisode, malheureusement, le plus aussi dramatique, c'est l'assassinat orchestré de Vincent Lambert, dont Jérôme vous parlera tout à l'heure. Moi, je voudrais simplement insister sur un petit aspect des choses, c'est pour le domaine médical, c'est sur le docteur Sanchez. Ce médecin, quand même, donc Vincent Lambert a eu plusieurs médecins chargés de le soigner qui ne le soignaient pas, qui l'empêchaient au contraire de le transférer dans des centres de soins palliatifs, et qui voulaient le mettre à mort. Et puis, ça ne marchait pas. Donc le ministère a fait appel à un médecin qui est un médecin gériatre. Vincent Lambert avait 40 ans. Là, on a fait appel à un médecin gériatre de Sarreguemines. Il était installé à l'hôpital de Sarreguemines, non universitaire. Il avait simplement un simple DU, diplôme universitaire, de soins palliatifs. Et on lui a proposé, alors c'est moi mon interprétation, bien sûr, ça n'a pas été prouvé, mais il y a quand même forte suspicion pour qu'on lui a proposé le poste de chef de service du service de soins palliatifs du centre hospitalier universitaire de Reims. Vous voyez, vous êtes médecin généraliste, un petit peu spécialisé, et puis on vous propose d'être le chef de service d'un service hospitalier. Alors peut-être il y avait peut-être une petite compensation, peut-être qu'on lui a peut-être demandé à côté, mais ça n'a pas été noté. Et donc ce type est devenu chef de service, effectivement. Et c'est lui qui a mis à mort Vincent Lambert. Donc je pense que ce garçon, il a une promotion extraordinaire, mais pour moi c'est un assassin. Je lui ai écrit un mot en lui disant, avant que la mort de Vincent Lambert, je dis, mon cher confrère, je vous appelle comme ça, mais je pense que si vous passez à l'acte, vous ne serez plus mon cher confrère. Vous serez un assassin, au même titre que le docteur Mengele et que le docteur... Bon, il n'a pas répondu, bien évidemment. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ces lois, elles aboutissent au niveau de la société à des catastrophes, bien évidemment, mais au niveau du corps médical, à une catastrophe morale, éthique, qui est épouvantable. Alors, que faire maintenant dans ces différents... pour le corps médical, maintenant, à partir de ces différentes situations? Eh bien, d'abord, je pense que la première chose à faire, c'est, pour vous et pour nous, de défendre la clause de conscience. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir avoir confiance dans un certain nombre de médecins qui vont vous soigner, il faut qu'on puisse garder la clause de conscience qui fait qu'on n'est pas obligé d'aller
assassiner quelqu'un si on nous dit qu'il faut l'euthanasier, d'aller tuer un enfant dans le ventre de sa mère si on nous dit qu'il faut l'avorter. Donc la clause de conscience, pour les professionnels de santé, c'est fondamental. C'est pour ça qu'elle est attaquée régulièrement, c'est très important. Si vous voulez avoir confiance dans les médecins qui vous soignent, il faut qu'ils aient la possibilité de refuser des actes dangereux. Il faut informer les patients, pour nous, il faut informer les patients sur ces lois, il faut informer les familles sur ce qui se passe, il faut informer les familles que quand vous rentrez dans un hôpital maintenant, il faut faire attention, vous renseigner. Il faut vous renseigner parce que malheureusement, vous pouvez tomber sur un médecin thérapeute ou un thanatothérapeute, et vous pouvez être, pour vous rendre service, assassiné. Donc il faut vous renseigner un petit peu dans les services qui existent, les différents services hospitaliers, etc., voir la déontologie des médecins. On vous parle de directives anticipées, c'est fondamental. Je pense que les directives anticipées, on vous les bassine à propos de ça, en vous disant il faut signer les directives anticipées, disant que vous ne voulez pas, que vous voulez pouvoir bénéficier d'euthanasie. Il faut au contraire utiliser ces directives anticipées en disant je ne veux pas bénéficier. Il faut avoir des témoins aussi. Des gens qui témoignent, parce que quand malheureusement, même si vous avez un papier signé et que vous tombez dans un hôpital avec quelqu'un qui va vous faire disparaître, il faut que vous ayez des membres de la famille à qui vous avez confié le soin de bien préciser que vous ne voulez pas d'euthanasie. Et je pense que pour le moment, on ne peut pas forcer quelqu'un on ne peut pas encore apparemment, mais bon, l'affaire Vincent Lambert l'a montré, tout est possible. Mais enfin bon, c'est déjà une précaution. Je pense que pour nous, il faudra probablement au niveau médical faire en sorte d'afficher un petit peu notre défense de la vie, faire peut-être des centres respectueux de la vie, l'affichant. Moi je sais que dans mon cabinet j'ai des statuts religieux, je pense que ça peut permettre peut-être à un certain nombre de gens d'avoir un peu plus confiance. Mais bon, moi je peux que leur crever l'œil, je ne peux pas les tuer, donc j'ai moins de mérite. Mais bon, en pratique, malgré tout, je pense que ces centres peut-être éthiques seront à créer et ce sera peut-être nécessaire de le faire. Et puis pour les familles de patients handicapés, il faut faire attention dans les centres dans lesquels on les met, d'éviter que, avec les lois qui vont progresser, on les assassine, parce que le but est là, le but est de les faire disparaître. Après Vincent Lambert, il y a 1700 handicapés qui sont sur la défensive, qu'on veut faire disparaître, les trisomiques, etc. Donc tout ça, il faut vraiment être très attentif quand vous avez des membres de la famille qui sont hospitalisés pour ça. Alors le dernier point, c'est savoir pourquoi, s'il faut aller manifester demain. Moi personnellement je vais aller manifester, je pense que tout ce qu'on a dit précédemment l'explique. Par contre, moi j'insisterai quand même sur un fait que là on manifeste sur une loi, mais en pratique c'est pas cette loi seule qui est à condamner, c'est l'ensemble de cette politique de la culture de mort. Et quand on reprend les choses, c'est la première loi qui est déjà, la loi de Wirth, c'était déjà le doigt dans l'engrenage. Et je pense que moi personnellement, j'aime beaucoup aller manifester aussi en janvier sur la manifestation pour la défense de la vie. Parce que c'est une défense globale, c'est pas simplement se battre sur une loi qui va être de toute façon, qui va passer, qui va être après ça dépassée par une autre loi encore plus grave, on remanifestera, c'est pas très efficace. Il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'il faut défendre la vie en elle-même, en totalité, et non pas simplement tel ou tel point précis d'une loi. Voilà, je vous remercie.